Il y a 10 ans, le levier de motivation principal des salariés et donc des candidats, c'était un bon salaire, un développement professionnel, une perspective de carrière, une sécurité de l'emploi et la notoriété d'une grande entreprise ou de produits et services. D'accord. Donc les grands groupes, il y a 10 ans, attiraient hyper fort. Il y a 5 ans, post-crise subprime, digitalisation, forte mondialisation, quête de sens et quête de reconnaissance. D'accord. Qui était revenu finalement. Qu'est-ce que je fais dans cette organisation? Qu'est-ce que je fais dans cette organisation? À quoi je sers dans ce monde hyper compliqué, hyper rapide en plus? L'écosystème startup qui influence en disant mais attends, dans les startups je pourrais aller bosser dans une entreprise où je sais tout de suite à quoi je vais servir, et là dans ce grand groupe à quoi je sers, on me dit jamais bravo, mon manager il est paumé dans l'organisation. Voilà. Donc sens, reconnaissance il y a 4-5 ans. Et depuis 2 ans, avec une accélération sur la crise du Covid, la RSE, donc réchauffement climatique. Donc quelle est l'implication de l'entreprise en termes de réduction du réchauffement climatique, ou en tout cas ne pas favoriser le réchauffement. Et depuis la crise du Covid, renforcement du S de la RSE avec quelle est la relation de mon entreprise et son rôle vis-à-vis des salariés, rôle social de l'entreprise. Donc je cherche une entreprise qui impacte positivement le monde, et donc quelles sont la réalité de leurs pratiques et politiques RSE. Et l'autre facteur de motivation dans ce moment-là, c'est l'impact de l'entreprise et c'est l'exemplarité managériale. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau général. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. Et on entend et on lit un grand nombre de choses un peu partout, des best practices, des conseils, des tendances et patati et patata. Et pour remettre de l'ordre dans tout ça, parce qu'il en a des best practices et des tendances, on est ravis de recevoir sur ce plateau Laurent Labbé, qui est CEO de Choose My Company. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Laurent, on est vraiment ravis de te recevoir ici. Et ma première question, elle est de faire un petit rappel de ce qu'est Choose My Company et surtout de nous dire un petit peu ce que tu commences à constater dans le moment dans lequel on est au niveau de l'attractivité des candidats. Ouais, parce qu'il faut rappeler que ça a quand même plus de 10 ans. 10 ans, il y a eu pas mal d'évolutions, pas mal aussi de ramifications. Donc pour rééclaircir tout ça, on te laisse représenter. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Alors Choose My Company, ça a effectivement 10 ans, on aura 10 ans dans les mois qui viennent. On est devenu une entreprise à mission, on va peut-être en parler parce que c'est un des leviers des attractivités aussi des entreprises, que de définir leur raison d'être. Pourquoi pas être une entreprise à mission, mais en tout cas définir une raison d'être. On est entreprise à mission depuis 1 an et demi, avec une finalité qui est d'améliorer la relation au travail pour tous. On est 52 collaborateurs et collaboratrices. On travaille avec 1000 entreprises de toute taille, des PME, des ETI, des startups et des grands groupes. D'accord. Et donc vous les accompagnez dans tout le processus? Alors nous, ce qu'on va leur proposer, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un programme de réputation. La réputation, c'est est-ce que je suis bon pour de vrai? Donc est-ce qu'en interne ça se passe bien dans mes différents process RH? Donc là c'est quoi? Audit? Et est-ce que ça se sait? D'accord. C'est les deux leviers de la réputation. Et c'est la réputation, c'est l'itération et l'aller-retour entre les deux qu'on a un peu du mal à maîtriser. Voilà. Donc la première étape d'un programme de réputation, c'est mettre en place un modèle d'analyse. Donc on a une dizaine de modèles d'analyse. Et on va interroger les différentes parties prenantes de l'organisation, les salariés, les stagiaires alternants, les candidats, mais aussi les clients. Quand on s'adresse à des écoles, leurs étudiants qui sont en train de vivre une expérience étudiante. On va regarder comment ça se passe sur la thématique qu'on a choisie. Ça peut être la motivation, l'engagement, ça peut être la qualité du processus de recrutement, la qualité du programme de stage, la mise en place du travail hybride, la façon dont les salariés vivent les pratiques et les politiques RSE de l'entreprise. Donc on a des outils d'analyse. Comme ces outils d'analyse sont très standardisés, on va pouvoir comparer avec beaucoup d'organisations. L'entreprise va décider de progresser ou pas sur ces sujets-là. Et depuis quelque temps, on peut les accompagner dans leur formuler des recommandations. On fait des recos et on est devenu un centre de formation certifié Calliope. On a aussi, nous, des formations sur les sujets qu'on traite et du conseil.
D'accord. Et ça, c'est toute la partie interne. Donc, est-ce que je suis bon pour de vrai dans l'expérience que je propose à mes parties prenantes? Et la deuxième partie, c'est la bascule de ces informations-là, qui est donc certifiée dans un écosystème d'influence Alors, certifié par qui? par nous, puisque on garantit que les avis qu'on a récupérés, à la différence des sites, sont authentiques, mais surtout qu'une personne a bien répondu une seule fois sur une adresse mail pro, dans un schéma de réponse qui est possible. Ouais, d'accord. Actuellement, nous, on est en train de passer certification Valider ISO. le lead, finalement. On valide le fait que la personne s'est bien exprimée, qu'elle était autorisée et que son avis est fiable. C'est-à-dire quelqu'un qui a répondu à un questionnaire en 20 secondes, c'est pas possible. Ouais, Quelqu'un qui répond tout 4-5, 4-5, 4-5, c'est pas possible. Et on est en train d'étudier... Tout ça, vous créez une exclusion, une règle d'exclusion sur tous ceux, par exemple, qui ont passé trop peu de temps dessus. Exactement. Alors, je vais pas te la donner, parce que, alors, sans être l'algorithme de Google, hein, il y a de l'IA, il y a quelques règles, dont les grands principes, c'est si je réponds n'importe quoi dans mes verbatims, si je fais un temps impossible de réponse ou si je fais des schémas, ça va se voir. Voilà. Ouais. Bon, et après, une fois qu'on a analysé la façon dont ça se passe dans l'organisation, on peut basculer les résultats sous forme de labels, sous forme de scores, qui sont des scores ESG, extrêmement importants dans l'attractivité désormais des entreprises. On en parlera peut-être un peu. Distinction. Ouais. Score ESG. C'est un score ESG, donc c'est l'unité de valeur, le critère ESG, c'est la performance de la politique RSE. Ok, très bien. C'est un langage de plus en plus utilisé, notamment dans le domaine de la performance extra-financière, domaine dans lequel la marque employeur est en train de rentrer et d'en faire partie. Doucement. Donc on va diffuser ces avis sous forme de score, sous forme de label, sous forme de verbatim, sous forme de campagne dans les réseaux sociaux, pour attirer des candidats, mais aussi maintenant des clients, et puis aussi des investisseurs. Ça va être la question que j'allais te poser, je voulais pas te couper. Quand tu disais l'analyse sur les candidats, comment là pour le coup tu peux analyser auprès des candidats? Quels candidats? Comment? Eh ben, les candidats, j'ai croisé une personne, je crois, de chez vous, qui a répondu à un formulaire Happy Candidate pour l'entreprise Toyota Material Handlings il y a quelques jours. Et en fait, c'est un questionnaire que l'employeur, via nos outils, va systématiquement envoyer à n'importe quel candidat qui termine son processus de recrutement, qu'il ait été recruté ou pas. D'accord. Donc on automatise ça, et il y a toute une partie donc analytique, qui permet d'ailleurs en plus de faire des analyses aussi sur la discrimination ou sur le type de personnes qui rentrent dans le processus de recrutement et éventuellement qui rentrent dans l'entreprise pour voir s'il n'y a pas des écarts en termes de discrimination. Et puis on va aussi regarder si le processus il est efficace, il est bon, et puis on valorisera les meilleures entreprises. Donc vous cherchez à donner la vérité finalement à une entreprise. C'est un peu ça. C'est lui dire en fait le pouls en fait de ce qu'est en fait sa relation au candidat, quoi. On cherche à lui donner la bonne compréhension de l'expérience que vit une de ses parties prenantes à son contact dans le cadre de ses activités. Okay. Ça, c'est la partie analytique. Et ensuite, on vient exprimer la façon dont cette partie prenante a vécu l'expérience avec elle dans un écosystème d'influence. Donc concrètement, sur l'écosystème d'influence, l'écosystème d'influence, par exemple, si on analyse l'engagement des collaborateurs de Choose My Company, on va se rendre compte que nous, on a des leviers, par exemple, internes très forts sur le sens, sur l'impact, alors notamment le sens depuis qu'on est devenu entreprise à mission, sur l'impact de chacun sur la réussite de son travail, ce qui est le cas pour beaucoup de startups, que nos salariés ont confiance en la direction. Et en fait, tu fais bien de le rappeler. Voilà, c'est pour ça. Et en fait, ces éléments-là qu'on a récupérés dans le cadre de l'analyse, on peut les diffuser dans les réseaux, on peut les diffuser dans les écoles, on a certifié ces avis-là, et du coup, peut-être que si des candidats sont sensibles à ces sujets-là, ils ont la preuve que quand ils seront chez nous, ils vivront probablement la même expérience que les gens qu'on a interrogés. C'est très clair. Super. Tu réponds à une de mes questions, du coup, tu le fais aussi pour Choose My Company? Bien sûr, oui, tout à fait. On le fait, nous, on fait 4 référentiels pour nous. On fait Happy at Work, donc est-ce que nos salariés sont motivés, engagés et heureux de travailler chez nous. On le fait sur nos stagiaires, la même chose. On a 5 stagiaires par an. Trainees. On le fait sur la qualité de nos processus de candidature, Happy Candidate, et on le fait depuis qu'on a créé le référentiel Impact sur la manière dont nos salariés vivent la réalité de nos pratiques RSE. Alors dis-nous en plus, parce que ça je le connaissais pas, enfin en tout cas je le connais mal. Il a 1 an et demi, donc il est né de le référentiel Impact Index, c'est le label qui
qui porte ce même nom, en fait, est né du constat que les candidats et les salariés sont de plus en plus sensibles à l'implication réelle d'une entreprise dans sa politique RSE. D'accord. Il y a 10 Oui, ans... qui cherchent des entreprises à impact, du coup. Alors voilà, ils cherchent des entreprises à impact. Ça va prendre du sens. Il y a 10 ans, alors ça, c'est la prolongation du sens. Si je fais un tout petit historique des leviers de motivation, il y a 10 ans, le levier de motivation principal des salariés et donc des candidats, c'était un bon salaire, un développement professionnel, une perspective de carrière, une sécurité de l'emploi et la notoriété d'une grande entreprise ou de produits et services. D'accord, donc les grands groupes, il y a 10 ans, attiraient hyper fort. Il y a 5 ans, post-crise subprime, digitalisation, forte mondialisation, quête de sens et quête de reconnaissance. D'accord. Qui était revenu finalement. Qu'est-ce que je fais dans cette organisation? Qu'est-ce que je fais dans cette organisation? À quoi je sers dans ce monde hyper compliqué, hyper rapide en plus? L'écosystème startup qui influence en disant mais attends, dans les startups je pourrais aller bosser dans une entreprise où je sais tout de suite à quoi je vais servir. Et là, dans ce grand groupe, à quoi je sers on me dit jamais bravo, mon manager, il est paumé dans l'organisation. Voilà. Donc, sens, reconnaissance, il y a 4-5 ans. Et depuis 2 ans, avec une accélération sur la crise du Covid, la RSE, donc réchauffement climatique. Donc, quelle est l'implication de l'entreprise en termes de réduction du réchauffement climatique, ou en tout cas ne pas favoriser le réchauffement. Et depuis la crise du Covid, renforcement du S de la RSE avec quelle est la relation de mon entreprise et son rôle vis-à-vis des salariés, rôle social de l'entreprise. Donc, je cherche une entreprise qui impacte positivement le monde et donc, quelles sont la réalité de leurs pratiques et politiques RSE. Et l'autre facteur de motivation dans ce moment-là, c'est l'impact de l'entreprise et c'est l'exemplarité managériale. Je ne sais pas si on en parlera, mais mouvement MeToo, un manager qui n'a plus... les bonnes attitudes vis-à-vis des femmes ou vis-à-vis des personnes en situation de minorité, c'est un facteur démotivant. C'est pas un facteur motivant, mais c'est un facteur démotivant, ce qu'on n'avait pas avant dans les facteurs de motivation. Ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans votre constat de Choose My Company, sur les 1000 entreprises avec lesquelles vous bossez, vous vous rendez compte que quels sont en fait ces nouveaux critères en fait pris en compte, tels que celui-ci. Est-ce que tu en as d'autres à nous donner qui sont mis en avant comme ça, qui sont nouveaux, dont on n'entendait pas parler avant? Dans l'attractivité ou dans la motivation? Dans l'attractivité. Bon, cela dit, c'est un peu la même chose parce que... La finalité, oui. Tout à l'heure, vous me demandiez en préparant, c'est quoi une marque employeur? Si j'avais été il y a 10 ans quand j'ai lancé Choose My Company, je vous aurais dit une marque employeur, c'est quelqu'un qui va capter les aspirations des candidats, des collaborateurs, d'accord, et qui va arriver à leur tenir le discours qu'ils veulent entendre en termes d'aspiration. Et qui le tiendra sur la durée. Pourquoi pas à la limite, mais au moins une fois qu'il les a attirés, après, tu as le turnover aussi. Voilà, il y a le turnover, mais disons en discours de marque employeur. Là, aujourd'hui, c'est la connexion entre ce que je vais dire, ce que je vais vraiment proposer, et plutôt que de dire ce que la personne veut entendre en termes d'aspiration, c'est plutôt est-ce que j'arrive à comprendre les leviers de la motivation des personnes, qui d'ailleurs peuvent être différents en fonction des types de personnes, des âges, des métiers, etc. Et donc, c'est pour ça que les leviers motivationnels, c'est ce que je disais tout à l'heure, en ce moment, sans pour autant dire qu'on a oublié le salaire, la formation, la carrière, etc. En ce moment, c'est est-ce que je vais rejoindre une entreprise qui va avoir un impact positif sur l'environnement ou sur la société, qui a aussi une gouvernance de plus en plus irréprochable. Donc ça, c'est le G de l'ESG, c'est quand même le 3e pied de la RSE. Et est-ce que je vais pouvoir moi-même avoir un impact? Et est-ce que je suis dans une organisation où la structure est exemplaire dans les attitudes? Je suis gourmand, je te demande, quand tu parles d'historique comme ça, j'ai envie de te demander demain, d'anticiper. Est-ce que du coup, Choose My Company, c'est pas aussi un vecteur d'anticipation? Tout ce que tu as aujourd'hui comme matière, tu peux avoir un petit modèle prédictif quand même pour dire que demain... Qu'est-ce que sera demain? Parce que tu parles de quête de sens d'il y a 5 ans. Les entreprises en parlent plutôt maintenant, quoi. Le sens, pas il y a 5 ans. Le sens, on a essayé de donner du sens depuis, ça fait quand même 4-5 ans qu'il y a la recherche de création de sens. Que ce sens soit relié maintenant à un impact positif sur l'environnement ou sur la société, c'est relativement nouveau, surtout sur la société. C'est quand même depuis la crise du Covid. L'environnement, c'est parce qu'il fait 1 ou 2 degrés de plus chaque année, donc là, on s'inquiète. Je pense qu'on est parti quand même où
l'impact positif sur la société, sur l'environnement, on est parti pour longtemps parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un peu tout et n'importe quoi, il y a beaucoup de greenwashing, c'est très marketing, etc. Comment les entreprises, au-delà de ne pas polluer en faisant leur activité, vont arriver à faire pivoter leur modèle économique et les jeunes d'aujourd'hui, la génération Z, elles souhaitent contribuer à la modification des modèles économiques, pas uniquement avoir des gestes éco-responsables dans une entreprise qui fait un produit qui n'a pas un impact positif lui-même. Donc je pense qu'on est parti quand même sur facile 5-10 ans où les entreprises vont pivoter leur modèle économique et ça va être un levier d'attractivité pour tous de contribuer à ça. Et ça va donner du sens. Ouais. Et après, c'est intimement lié en fait. Hein. C'est intimement lié et celui-là, à mon avis, il est très structurel et un peu plus conjoncturel, l'hybride. Voilà. L'hybride aussi, tout le monde est en train de se chercher. Alors c'est quoi alors en ce moment en fait les entreprises quelles questions elles aiment bien poser? Qu'est-ce qu'elles veulent savoir en fait là-dessus? Elles sortent d'une... il ne faut pas confondre l'hybride et le télétravail. Elles sortent d'une période de télétravail subie, forcée. Et le full remote. Qui est une composante de l'hybride. Mais pour moi, le télétravail à 100%, tel qu'on a été obligé de le vivre dans le contexte Covid, qui dure 12-18 mois, on ne choisit pas trop, on va laisser de côté, c'est une expérimentation effectivement de remote, de full télétravail, etc. On a expérimenté ce mode-là. Maintenant, elles sont en train de se dire, ok, alors on ne va pas revenir complètement en arrière, on ne va pas non plus faire revenir... Enfin, on va pas laisser tout le monde parti. Sachant que c'était pas tout à fait juste aussi, parce qu'il n'y avait pas d'activité qui était normale aussi pendant ces 12 mois, donc il ne faut pas trop prendre ça comme une référence, quoi. C'est pas une référence du tout, donc c'était un peu... c'est expérimental pour tout le monde. Bon, maintenant on sort de l'expérimentation, on se dit, cette organisation hybride, donc faite de présentiel, de distanciel, de synchrone, asynchrone, de modification de mes outils de communication, de façon d'animer des réunions, etc., de modification du bien-être. Bon, comment ça, maintenant, je modifie mon organisation pour, à ma sauce, faire une organisation hybride. De la même façon qu'on a eu des modes de production à la chaîne, du Taylorisme, du Toyotis, on a mis de l'agile, plus ou moins. Bah là, on va mettre de l'hybride et, à mon avis, pendant 3, 4, 5 ans, les organisations vont définir leur propre modalité du travail hybride. Est-ce qu'elles le définissent ou est-ce qu'elles se le font définir par les candidats aussi et par leurs demandes? Parce qu'on l'a vu, les candidats sont aujourd'hui demandeurs d'un modèle soit hybride, soit télétravail, soit full télétravail, remote, etc. Est-ce que ce qui fait pivoter une boîte aujourd'hui, c'est sa croyance, son ambition, ou ce que lui impose aussi candidat ou client ou collaborateur? C'est quand même drivé par l'activité de l'entreprise, mais l'activité de l'entreprise inclut aussi les leviers de motivation de ses salariés et donc aussi les aspirations des candidats. D'accord ? Donc tout est un peu lié, mais elles ne vont pas se faire imposer une organisation hybride par les souhaits des candidats qu'elles ne connaissent même pas encore. Voilà. Oui, sauf des candidats qui du coup sont hyper pénuriques sur des métiers où tu te dis, pour les avoir, mon attractivité au-delà de ma marque employeur, c'est cette typologie de fonctionnement, quoi, hybride ou télétravail. Quoi. Pour une typologie, effectivement, il peut y avoir une... Mais ça, c'est le meuble quelque part. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu le fais pour une typologie, on le voit avec les boîtes avec lesquelles on échange, si tu le fais pour une typologie de métier, derrière, t'as pas envie non plus d'avoir trop de différences entre les métiers, et donc t'es aussi en besoin d'adapter ce modèle-là pour tous tes métiers, et pas que tes métiers qui étaient à la base pénuriques, pour lesquels tu as forcé finalement ce modèle pour de l'attractivité, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Je vois très bien. Et, en fait, je vais vous dire les quatre enjeux là aujourd'hui qu'on voit dans la mise en place de l'hybride. Et on a construit un référentiel qui s'appelle Hybrid Work Index, construit avec de la bibliographie et puis surtout des DRH. Les quatre enjeux sont les suivants. D'abord, en termes d'emploi, est-ce que mes équipes peuvent travailler en synchrone ou asynchrone dans l'espace et dans le temps? C'est un peu dit comme ça, l'air compliqué, en fait c'est hyper simple. Est-ce que mes business développeurs par exemple, combien de temps par jour ils ont besoin de voir leurs clients en temps? Si c'est que la moitié du temps, on peut très bien imaginer qu'ils travaillent que l'après-midi et après le reste ils font ce qu'ils veulent. Le matin, le soir, etc. Ça nous est complètement égal. Bon. Et ça, on voit bien que c'est différent. Un business développeur n'a pas le même besoin de synchronicité dans le temps qu'un customer service qui lui doit être aux mêmes horaires de travail que son client. On a la même logique dans l'espace. Est-ce que mon business développeur doit aller rencontrer ses clients ou est-ce qu'il peut faire ça à distance?
Pareil pour le customer service, le business developer, on peut dire oui, lui, il faut plutôt qu'il les rencontre, ou en tout cas, on va dire un tiers de son temps, le reste, il peut faire des visios. Mon customer service, il peut faire 90% en visio. Donc on fait ce travail, métier par métier, on arrivera d'ailleurs peut-être à se dire que pour telle typologie de métier, on peut faire du full remote dans l'espace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les emplois. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est ma coordination. Quand je travaille, comment je suis censé travailler? Est-ce que je peux me concentrer quand je veux? Donc concrètement, est-ce que je peux aller dans une salle de réunion, dans mon entreprise, dans mes locaux, ou est-ce qu'il faut que je sois chez moi, concentré? Si chez moi j'ai 3 enfants qui crient, je ne peux pas me concentrer. Si au bureau il n'y a pas de place pour me concentrer, il vaut mieux que je sois chez moi. Donc c'est la concentration. Ensuite, les réunions de travail. Est-ce que je peux monter une réunion de travail? Et est-ce qu'elle est animée d'une suffisamment bonne qualité pour que je dois venir au bureau la faire ou pas? Ensuite, est-ce que j'ai les bons outils de connexion? Donc tout ce qui me permet de bien travailler. Et est-ce qu'on me descend un bon niveau d'information? Je crois pas que c'est ça, justement. Merci de donner c'est très intéressant. Est-ce que tous ces outils, en fait, finalement, qui ne sont même pas encore intégrés par les entreprises, est-ce que c'est pas ça le manque aujourd'hui des boîtes? Parce que celles qui s'y retrouvent pas, dans le nouveau monde dans lequel on est, c'est parce qu'elles n'ont pas réussi à se connecter. Alors c'est pour moi un outil, c'est 1/16e des sujets. C'est-à-dire qu'il y a 4 thèmes. J'en ai 2 autres, je te l'ai dit. Et dans chaque thème, il y a 4 enjeux. Et pour moi, c'est dans le pôle coordination. Donc, est-ce que j'ai les moyens de bien travailler? Il y a les outils. Donc, oui, tu as raison, mais il faut relativiser. Et accessoirement, c'est quand même le sujet dans l'hybride sur lequel les entreprises sont les meilleures aujourd'hui, c'est quand même sur l'outil. Elles sont à peu près plus ou moins passées. Tout dépend du secteur, plus mais ou oui. Moins. Ouais, mais plus ou moins. Bon, donc, tu as la coordination. Le troisième, qui est plus simple, c'est l'équité. Donc, est-ce que par exemple, je vais perdre en perspective de carrière si je ne suis pas là? Est-ce que, en fonction de mon sexe, de mon origine, etc., je vais être traité dans mon télétravail de façon équitable? Donc c'est l'équité. Et le quatrième, c'est le bien-être. Est-ce que, par exemple, mes préférences personnelles sont prises en compte? Est-ce qu'on a fait attention à ça? Est-ce que je gagne en bien-être à travailler en mode hybride ou est-ce que j'ai dégradé mon bien-être? Donc si on regarde la mise en place du travail hybride à travers ces 4 enjeux, on se rend compte que toutes les organisations ne sont pas les mêmes, mais il y a des points communs. Tous les salariés ne vont pas être dans la même dynamique, par métier, mais aussi par type de personne. Donc, est-ce que l'idée, c'est pas tout simplement de laisser les gens faire ce qu'ils veulent? Choisir, comme beaucoup d'entreprises. Entre le télétravail, enfin c'est un modèle qu'on entend de plus en plus. Pardon, je viens de te prouver que non. Si en fait tu as... Non, parce que c'est l'entreprise, la justification de preuve de dire est-ce que mon commercial a besoin ou non de voir combien de temps sur son temps, etc. C'est ce qui justifie ou non qu'il soit en présentiel ou en distanciel. Tu mets une grille, après on peut dire que celle-là n'est pas la bonne, il peut y avoir d'autres grilles, mais en tout cas nous, notre conviction, il y a une grille sur 4 analyses des enjeux, 16 thèmes, et à travers cette grille, tu fais passer aussi les préférences des gens, donc c'est encore une fois 1/16e ce que tu dis, la préférence des gens, mais aussi tes métiers, ce que tu en attends, tes outils, ta culture. Tu vois, à considérer que le collaborateur, il serait pas capable d'imaginer que quand il doit passer du call, il vaut mieux qu'il soit chez lui plutôt qu'au bureau. Alors, donc, voilà, tout dépend comment on envisage en fait sa relation au collaborateur. Alors, là où je suis fondamentalement d'accord avec toi, c'est que notre grille d'analyse, par exemple, se fait d'après le ressenti de collaborateurs. Donc, tu vois, je suis d'après pleinement, le ressenti. Oui, je suis pleinement d'accord avec toi. Mais par contre, on va demander aux collaborateurs comment ils se sentent à l'intérieur d'une grille que l'entreprise a aussi décidé de mettre en place. Donc, tu vois, si tu dis juste au collaborateur, est-ce que tu veux travailler à 100%, à 50%, à 0%, en fait, il n'a pas les moyens juste d'imaginer son propre cadre. Oui, il faut l'aider dans sa réflexion. Tu vois. Mais si, pour pousser le débat, si tu lui donnes un cadre et que une fois qu'il a ce cadre, tu le laisses en fait libre de la décision, tout en lui proposant en fait un accompagnement, etc. Est-ce que c'est pas ça ce nouveau modèle dans lequel on s'inscrit? Selon toi, enfin sur ce que tu constates. Autonomie sous contrôle, c'est ça? Une espèce d'autonomie sous contrôle qui est peut-être revendiquée de plus en plus à la fois par les candidats mais aussi par les entreprises. Il y a une espèce de croisement des chemins qui peut peut-être... Si c'est laisser chaque collaborateur décider de son rythme de travail, la réponse c'est non. Oui, non mais tu vois, il y a ça, on est d'accord. En tout cas, de notre point de vue. Maintenant, si c'est aider le collaborateur à travers une grille de lecture
à comprendre les enjeux C'est ça que je de viens la de mise dire. en place du travail hybride et lui demander son avis à l'intérieur de cette grille pour savoir s'il se sent bien sur les différents aspects, la réponse est oui. Et s'il se sent pas bien sur l'ensemble des aspects de Quelque cette part, grille, moi, alors ça- il faut faire évidemment Exactement. autre chose. Donc Exactement. là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'in fine, on demande comme au collaborateur comment il se sent. Ouais. Mais il se sent C'est à l'intérieur d'une grille d'analyse. C'est une aide. C'est en la fait. rigidité du modèle, en fait, aujourd'hui, qui peut être interprétée par certains comme étant... ils ont connu un moment là où il y avait qu'une rigidité. Non, mais ça, on ne passe pas. Ils ont dépassé le. Ouais, voilà. Ils Donc, parlent trop. ils ont connu une rigidité. Si tu bascules, en fait, maintenant, dans ce qu'on a appelé le nouveau monde, tu peux avoir des gens qui, quand tu leur donnes un cadre, je sais pas, on l'a tenté, par exemple, Ouais, quand tu leur ouais. donnes un cadre, ils s'adaptent vraiment bien. Si tu leur dis, tu dois me faire ça, c'est ça ta mission, etc. Par contre, je te laisse libre de la faire là où tu veux, par exemple. C'est un modèle. C'est un modèle, modèle, voilà. Complètement. Ouais. Donc, Complètement. il y a de plus en plus de modèles qui s'ouvrent un peu comme ça. Ah, mais ce que dit Laurent, là, c'est pour le coup, il leur propose une grille d'accompagnement Oui, pour oui, non, que mais tel bien subjectif, je suis bien ou je suis pas bien, 3 jours, 2 jours, 2 jours et demi. Le mec sait pas, en fait, c'est ce que Non, tu mais dis. évidemment. C'est une grille, ouais, mais c'est surtout une grille, pour moi, plutôt de... tu poses les enjeux, tu décides de ton organisation face aux enjeux, et ensuite tu évalues en demandant à tes collaborateurs si, par rapport aux grands enjeux qui sont les tiens en tant qu'employeur, ils sont contents, ils se sentent performants ou pas. Si la Oui. réponse est non, bah, tu dois changer de modèle. Merci beaucoup, Laurent. Merci, en fait, pour Bah, cette... t'as dit qu'on Merci, avait Laurent. Merci pour cette invitation. Avec plaisir. À Avec bientôt. plaisir. À bientôt. Merci Laurent. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.